Bonjour, je vais parler en anglais. Mon français n'est pas bon. Donc bonjour. Alors, de Broken Knight à War Games, et ces deux projets que je vais présenter plus tard, mais je veux donner un petit contexte avant. Ce que je voulais faire, c'est de parler. Là, je travaille chez Echo et on crée des expériences interactives, narratives, et je voulais donner un contexte de comment on est arrivé là où on est, et je vais vous donner quelques exemples. Et les exemples les plus récents, c'est Broken Knight et War Games. Et contrairement à d'autres keynotes, là, il y a des exemples, on peut aller dans plein de sens. Donc si vous avez des questions, levez la main et puis posez les questions au fur et à mesure. Parce que plutôt que d'attendre la fin, je viens d'Israël à l'origine, donc j'ai l'habitude d'être interrompu. Donc voilà, allez-y. Bon, je vais vous montrer quelques exemples. Mais avant, sur l'interactif, les vidéos, il y a beaucoup de façons de penser à ça. Alors, un petit peu de contexte. Si vous regardez le storytelling dans le sens pur, avant c'était un dialogue entre le narrateur, le conteur et celui qui écoute. Donc je suis ici, et si vous ne rigolez pas quand je fais une blague, je vais changer de blague, ou je vais arrêter, ou je vais faire quelque chose, je vais m'adapter. Donc il y a un élément d'aller-retour. Et avec l'évolution de la technologie et de nouvelles formes de narration, on voit un écart, un creux entre celui qui raconte l'histoire et le public. Et puis aujourd'hui, le public n'a zéro lien avec le créateur du contenu vidéo. Et ce n'est pas dû à la nature de l'histoire, c'est technologique. C'est la distribution de la télé et le moyen de distribution de films avec la construction du XXe siècle, parce que c'est la distribution de masse. Donc la télé est diffusée, on envoie des films dans les cinémas, dans les salles de cinéma à travers le monde. Donc le cinéaste ne communique pas avec le public. Mais la technologie a évolué, comme vous le savez. Nous avons des machines à médias dans notre poche, et on a cette capacité de faire revenir ce lien direct. Hier, je parlais, et si on pense à l'interaction qu'Odin avec son téléphone mobile, tout ce qu'on fait, on est penché, on clique, si on cherche sur Google, si on joue à un jeu, si vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous commencez des vidéos, en fait, là, vous vous mettez en arrière pendant 30 secondes, 2 minutes, 90 minutes, pendant que vous regardez le contenu vidéo, vous ne touchez pas à votre téléphone. Donc la télé passe par une phase importante, mais on a besoin d'interaction, et il y a de l'anticipation aussi dans la vidéo en prise de vie réelle, et c'est là où nous, on essaie de rentrer dans ce monde. Notre société a été fondée il y a quelques années en Israël, à Tel Aviv. Et nos origines, moi je suis cinéaste, et mes collègues, il y en a un qui est musicien, l'autre est designer. Il jouait à la guitare, il était guitariste dans le groupe, et donc il y avait tous d'un groupe, il y a quelqu'un d'autre qui écrivait les paroles et tout ça. Donc on a commencé à faire des clips vidéo, et ce qu'on a vu, c'est que le public ne fait pas attention. Ils regardent un petit peu, et puis après ils vont ouvrir un autre browser, il y a la musique derrière. Et donc en tant que créateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens s'engagent vis-à-vis de notre contenu? Je ne sais pas si vous êtes dans le monde des pubs, mais le mot engagement, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Je ne veux pas dire l'engagement d'un point de vue monétaire. Je veux des spectateurs qui regardent mes vidéos et qui prêtent attention. Donc comment on peut avoir une expérience vidéo qui est sans couture, qui est marrant, qui est divertissant, comme d'autres vidéos, mais qui permet l'interaction.
Donc, un exemple, parce que je veux passer au narratif. Il y a beaucoup d'exemples ici. Là, c'est un projet que nous avons fait avec un petit chanteur qui s'appelle Bob Dylan, avec Sony Music. C'est la musique officielle pour Like a Rolling Stone. 48 heures après la sortie du disque, en fait, il y a le clip. Voilà ce qu'on peut faire dans l'interactif. Alors l'idée est très simple. Vous, en tant que spectateur, vous regardez ce qui ressemble à une expérience télé. On voit MTV, c'est Danny Brown, un chanteur, et il interprète la chanson. Ici à gauche, j'ai la télécommande, je peux jouer avec le volume et je peux changer de chaîne. Et je peux changer à tout moment. Les comédies romantiques des années 90. C'est intéressant, on peut rester 6 minutes sur chaque chaîne, où il y a 16 chaînes différentes. Et voilà, c'était intéressant pour nous. Quand on fait les choix, là, il n'y a pas de buffering, il n'y a pas de recherche. Voilà, ça améliore l'expérience. Donc en Europe, là c'est Pawn Stars, c'est une chaîne, c'est une télé-réalité et ça se passe dans un magasin à gages. Donc on est très fiers du succès de ça, mais aussi la technologie derrière qui nous a permis d'avoir les 16 vidéos de grande qualité. Nous avons Drew Carey, Mark Maron. Donc vous avez compris. Voilà les vidéos que nous avons créées et en parallèle nous avons fait beaucoup de travail dans les pubs. Mais on a commencé dans le créatif. Il y a plus que de faire des vidéos et des clips. Et on voulait voir comment est-ce qu'on peut gérer le narratif. J'ai besoin d'eau. Donc on a eu des changements en interne pour voir comment on gère le narratif. Je vais vous montrer un exemple et puis on va voir plus dans le détail. C'est une comédie qui s'appelle That Moment When. C'est des sketchs créés par Sony. 7 épisodes ont été lancés. Donc on va regarder la première minute. Donc vous pouvez donner les choix.
Bon, vous avez compris. Anecdote sur la natation. On a des analytiques sur ce que l'on choisit. Et on peut comprendre qui sont les gens selon leur choix. Et il y a les gens qui choisissent. Ils veulent que ça marche, donc c'est nager à la plage. Il y en a d'autres qui choisissent l'incendie à l'église parce qu'ils veulent voir la blague. Et donc on voit une tendance avec les vidéos. Mais bon, ça c'est une autre conversation. Alors ici, ce qu'on a vu, c'est des sketchs, c'est une série de sketchs. Donc là, on avait des blagues. Mais le défi pour nous, c'est comment on peut raconter une histoire intéressante avec des personnages et avec l'engagement du spectateur et aussi avec la capacité de contrôler. Et c'est vraiment compliqué parce que ce que veulent les gens d'une expérience narrative, c'est d'avoir quelqu'un qui les emmène. Des personnages qui font des erreurs, qui font des choix, qui ont des défauts. Et moi, en tant que cinéaste, si je donne aux téléspectateurs la capacité de choisir l'histoire, ce ne sera pas intéressant, ça n'aura pas un impact important. Donc, dans une histoire linéaire, on a une idée, il y a le personnage, il y a l'histoire de base, donc c'est un patron de la mafia qui va voir le thérapeute. Et puis après, vous avez l'arc de l'histoire. Et pendant le film ou la saison, ou les 5 saisons, voilà ce qui se passera. Donc c'est très simple. Alors, quand on pense à l'interactif, il y a autre chose. Donc, c'est une histoire d'un patron de la mafia. Je viens de penser à cette histoire, qui va voir un thérapeute, mais en tant que spectateur, vous pouvez être le thérapeute, ou je peux être la conscience du mafieux. Mais c'est toujours un personnage qui a le choix. Donc je vais dire, fais ci, mais il ne va pas forcément le faire. Donc j'ai un rôle en tant qu'audience. Et puis il y a l'arc qui en fait partie pendant la saison. Ceci arrivera et selon la participation du spectateur, ça peut prendre ce sens-ci ou un autre sens. Mais j'ai créé en tant que créateur une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et ce qu'on veut faire, c'est de créer une expérience narrative plutôt que d'avoir un jeu ou voilà, tout simplement un gadget. Ça a du sens, ça? Alors, je voulais montrer l'expérience interactive, mais bon, c'est toujours en construction et je ne sais pas si en Wi-Fi ça va marcher. Donc, c'est là où je dois saluer les Français, parce que ici est toujours si bien dessiné. J'ai honte de vous montrer quelque chose qui n'a pas le rendu final, mais vous allez voir, ça va être génial. Alors, ça s'appelle XP. Premier épisode. Ils sont en train de tourner la première saison. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est persuadé d'être personnage dans un jeu vidéo. Et tout le monde se moque de lui, qui disent que c'est faux. Et dans le premier épisode, il comprend qu'il a raison. Et qu'il est personnage d'un jeu vidéo. Et vous jouez ce jeu. Et c'est vous qui le contrôlez. Et donc il y a le quatrième mur, etc. Et la discussion entre lui et vous, mais vous le contrôlez. Donc il revient et il va dire à tout le monde ce qu'il a appris. Et voilà ce qui se passe. Donc voilà. Alors, vous avez des choix. Toutes les 20 secondes, et ça change avec l'histoire. Il y a beaucoup de fumée, de miroirs, hein, donc ça emmène
au même endroit, mais en tant que spectateur, vous avez l'impression d'influencer le cours d'événement. Je pourrais parler pendant des heures sur le mécanisme, mais c'est ce qu'on fait avec les créateurs sur comment avoir une interface cohérente. Donc, en tant que spectateur, comment vous allez faire le choix. Donc là, c'est quelque chose. Il faut trouver quelque chose qui ne sort pas de l'expérience. Et j'aime bien ça parce que il y a de l'action. L'action, le rythme est action. Et vous avez eu 5 ou 6 choix. Et là encore, dites-le moi, mais bon, pour moi, vous ne sortez pas de l'expérience. Vous participez à l'action. Et l'histoire ne s'arrête jamais. Quand elle a le choix, elle fait et j'ai les choix. Ici, ce qu'on a fait, le dialogue continue. Donc ils disent quelque chose, mais l'argent dans le sac, il y a des options, et puis le voleur continue à parler. Et c'est ce que font les gens. Ils disent quelque chose et puis ils continuent. Ils répètent un peu. Donc il y a ce temps de pause, en quelque sorte, 5-6 secondes, mais le sens dramatique continue. Donc vous êtes obligé de prendre un choix. Alors dans le rythme, ça continue. Là, avec ce qu'on a entendu avant, sur comment combler l'écart entre les sexes, nous, on veut des jeux qui ne sont pas tellement les jeux vidéo, c'est peut-être un peu plus vers des publics vidéo, mais là, ce qui est intéressant, il y a parfois des biais vers le féminin. On prend des mécaniques qui marchent dans l'espace narratif et on voit des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Et comment on prend ces mécanismes pour avoir une bonne écriture, une prise de vue réelle, un bon jeu, bon niveau d'interprétation et des histoires qui vont attirer un public plus large. Donc des questions jusque-là. Donc vous avez parlé des mécaniques. Donc oui. Pour moi, c'est l'espace de jeu narratif en particulier. Donc Telltale avec Walking Dead et Oxenfree Life is Strange. C'est une niche dans les jeux indépendants. Il y a un groupe de gens croissant, des gens qui ont passé du temps à voir comment raconter des histoires intéressantes avec des choix qui sont présentés aux spectateurs. Et je pense qu'il y a quelque chose qui nous rend très humbles en fait en tant que cinéaste. Pendant 100 ans, on a été formé à garder tout le contrôle, toute la maîtrise. Mais maintenant, je vais zoomer sur la main, l'autre type. Là, j'attire l'attention et je vous emmène d'un endroit à un autre. Et GameSpace a avancé pour voir comment raconter une histoire émotionnelle intéressante, mais en lâchant une partie du contrôle. Et si ce n'est pas contrôle, au moins on ne perd pas la structure narrative. Il y a toujours un appel à l'action. Donc cette scène est très... le moteur, c'est l'action. Mais dans cette histoire, beaucoup de choix, ce sont des choix de dialogue. But I must say, we had une conversation la semaine dernière avec un des auteurs, et il y a des histoires qui marchent mieux à ce genre de film. Roméo et Juliette, par exemple, où ils font des choses, ils parlent, ils font des choses, ils se battent, ils boivent, ils meurent. Par rapport à Hamlet, où lui, il est là, il est assis au milieu, il parle. Donc il y a des histoires qui sont poussées par des objectifs, et ce sont des endroits qui sont beaucoup mieux adoptés. Mais je pense que la chose la plus importante à comprendre est
nous prenons les premières étapes de ce qui vient devenir un nouveau médium, un nouveau support. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur comment ça marche, ce qui peut marcher, ce qui ne marchera pas. Et je propose une première démarche. Donc deux autres exemples, Broken Knight et War Games, et un peu de contexte parce que chacun a une démarche différente sur comment intégrer la participation et les choix du spectateur. War Games a été lancé il y a quelques semaines. C'est un reboot du film d'origine de 83. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le créateur de ce film, c'était Sam Barlow. Il est créateur de jeux très connu. Donc si vous ne connaissez pas ces histoires, il faut regarder. Il a gagné tous les prix. Et il y a le prix du réel avec le drame interjeu, etc. Et je vais parler du contenu, puis ensuite je vais parler du forme. Parce que c'est plus intéressant dans ce contexte. Donc, au début, je ne savais pas si on pouvait refaire. On a eu des discussions avec des hackers pour commencer à penser au hacking, parce que, bien sûr, c'est devenu très loin depuis 1983. Et il y avait des gens qui pensaient que c'était quelque chose. Et donc, on a dit que ça pourrait être un point de vue. On peut avoir un point de vue sur le hacking avec une protagoniste femme. Là, actuellement, le hacking, c'est très masculin aussi. Ce qui est intéressant avec Sam, le film d'origine, c'était l'écart générationnel. Le personnage de Matthew Broderick, il était ado et il est rentré dans le système militaire et il a presque lancé une guerre nucléaire. Mais ça n'a pas de sens. Cette idée de guerre froide, ça n'a pas de sens. Les gens, là, ils disent à leurs parents que ça avait du sens, la guerre froide, et que tout le monde devait se battre, mais vu du point de vue d'un gamin, ça n'a pas de sens. Donc c'est un groupe de jeunes hackers. Et c'est un peu basé vaguement sur comment Anonymous a été lancé. Et il s'attaque à Fox News, enfin un truc qui ressemble à Fox News. Et ça crée un mouvement global. Beaucoup de hackers qui commencent à les suivre. Et donc pour pouvoir se battre contre les militaires. Et les enfants qui disent... Et les enfants qui disent bah, ça n'a pas de sens. Donc c'est disponible en ligne sur Steam, sur Xbox. Donc vous pouvez le retrouver. Ce qu'on a fait ici, du point de vue interactif, Sam voulait voir l'interactivité différemment. Comment on peut avoir une histoire avec des ramifications qui ne vous demandent pas des choix explosifs sur scène. Et ce qu'il veut faire, c'est, on va décider que Calvi, le personnage principal, est contrôlé par vous. Donc là, vous allez pouvoir décider comment sera choisie sa personnalité. Donc en tant que hacker, elle peut faire ça de façon très sérieuse. Là, je vais faire descendre Fox News parce qu'ils écrivent des choses horribles, il faut changer. Ou on peut être beaucoup plus bête, hey Fox News, je vous emmerde et puis voilà. Et l'autre axe, c'est est-ce qu'elle fait ça pour changer le monde, pour que le monde s'améliore, ou est-ce qu'elle fait ça pour des raisons personnelles, pour prouver à son père qu'elle peut faire quelque chose, pour prouver à son copain qu'elle est bon. Et au sein du personnage, il y a plein de façons d'agir. Et on veut avoir une histoire différente sur la base de là où vous vous trouvez sur le graphique. Vous êtes vers le politique, le bête, ou sérieux et personnel. Et il y a toute une série. Mais ce que voulait faire Sam,
c'était d'avoir une démarche où on n'a pas les choix à l'écran. Donc ce qu'on a fait, il y a des caméras multiples. Et je vais vous montrer un petit peu du début. Et ce qu'on fait, c'est de suivre ce qui vous intéresse. Vous pouvez regarder la vidéo. On va le lancer. L'épisode 3. C'est Kelly, personnage principal. Ici, c'est une histoire longue, c'est pas très intéressant, mais pas pour l'instant. Ils essaient, la femme derrière, ils ont besoin de son portable. Et là, il rentre dans les caméras de sécurité. Lui, il est en haut, il essaye de rentrer. Il est à San Diego pour les aider à rentrer dans le système. Et ils essaient de voir comment récupérer le portable. En tant que spectateur, je peux décider quel écran je vais regarder. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est le seul degré d'interactivité. Mais nous, on peut voir que si on passe plus de temps sur le gamin, je sais que vous allez vers le côté bête. Parce que lui, c'était le bête à sous du début. Lui, Raphaël, il est beaucoup plus logique et sérieux. Et je crée un profil de vous sur vos préférences sans que vous le sachiez. Et implicitement, je vous donne une histoire sans couture où les choix se font derrière l'écran sans que vous puissiez comprendre. Donc, on n'a pas de temps, mais quelques démarches pour voir comment on peut le voir. On n'est pas obligé de... Qu'est-ce que vous voulez? Donc je choisis ce que je veux. Non, c'est une action qui est très simple, mais je regarde ce qui m'intéresse entre les différentes fenêtres. Donc après, le software va voir ce que vous regardez pour créer une autre histoire. Et le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est Broken Night. Et là, c'est quelque chose de différent. C'est un projet qu'on a créé l'année dernière qui est fait en réalité virtuelle. Et on aime à penser qu'on est une entreprise qui fournit de la pensée interactive sur un certain nombre de plateformes, pas seulement sur des vidéos de 16:9. Et donc, on pensait que la VR faisait partie de notre évolution logique. Et au fur et à mesure du développement de Broken Night, on a essayé de voir comment on peut faire passer une interface de choix aux spectateurs dans un espace en VR. Et alors, évidemment, je ne peux pas vous montrer l'expérience VR, mais je vais vous montrer la bande-annonce. Je vais vous montrer la bande-annonce et puis après, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est vous, par votre regard, qui donnez sa forme au récit. Vous construisez ces souvenirs. Que va devenir cette histoire? Simone, I can help you. I want to speak to a lawyer. Donc, si vous avez compris ce qui se passe, c'est qu'en fait on a ajouté des points multiples dans l'histoire
Et donc, on a deux versions de toute l'histoire. Alors, c'est un narrateur ou une narratrice, en l'occurrence non fiable. Elle essaye de reconstituer ses souvenirs de ce qui s'est passé. Elle ne sait pas, elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé face à ce qu'elle dit en tout cas. Et donc, on a deux versions. Ici, vous avez vu cet exemple où ils se disputent le pistolet. Et on voit ces deux versions du couple. Il y a une version où c'est lui qui a le pistolet et l'autre où c'est elle qui tient l'arme. Et à partir de là, on part dans deux endroits différents. Et c'est ça qu'on peut faire d'intéressant dans un environnement VR. C'est que physiquement, on ne peut pas les regarder tous les deux en même temps. Soit on regarde elle avec le pistolet, soit on le regarde lui. On ne peut pas les voir les deux en même temps, donc il faut décider à un moment donné. Et c'est ça notre mécanique de choix. Donc ça veut dire que ça se sépare. Si je la regarde elle, avec l'arme, quand la fenêtre de possibilité de choix se ferme, eh bien j'ai plus la possibilité de revenir sur lui et donc l'histoire continue sur elle. Donc ça nous ramène à la vidéo de Bob Dylan. C'est pour donner une expérience transparente. Donc ici, si je regarde là, celui-là, il va se couper. Il est en dehors de ma vision de toute façon. Et donc ça va continuer. Si je regarde ici, celle-là va s'arrêter, disparaître, et l'histoire va se poursuivre d'une façon complètement différente de l'autre côté. Mais le concept sous-jacent de l'histoire qui se coupe en deux et qui change sur la base de votre interaction, c'est quelque chose qui reste et qui est toujours là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai le temps de vous montrer.